toutes et à tous, sauf à ceux qui aiment le réglisse. Avant de commencer cette vidéo, je voulais vous dire merci, car on est déjà 7000 sur cette chaîne YouTube. Vous êtes de plus en plus à rejoindre ma chaîne YouTube et ça me fait super plaisir, donc encore merci. N'oubliez pas que vous pouvez me poser toutes vos questions dans les commentaires pour une vidéo FAQ que je sortirai bientôt, donc allez-y, j'ai hâte de vous lire. Je rappelle aussi que désormais à chaque début de vidéo, je lancerai ce ballon dans le panier basket qui se trouve derrière moi, et le jour où je réussirai à mettre un panier, je ferai gagner un cadeau à un de mes abonnés. Donc n'oubliez surtout pas de cliquer sur le petit bouton rouge. Allez, c'est parti. J'ai allumé la lumière. Bon, encore une fois, ce ne sera pas pour aujourd'hui, mais je le ferai mieux la prochaine fois. Je vous ai raconté les fois où j'ai souffert et les fois où j'ai eu honte, mais est-ce que je vous ai raconté les fois où j'ai frôlé la mort? Eh bien, c'est ce que je vais faire aujourd'hui. Je vais vous raconter 3 anecdotes dans lesquelles j'ai esquivé la mort de très près. J'espère que vous êtes prêts, car on est parti. La première histoire s'est déroulée à Halloween 2017, donc il y a bientôt 3 ans. Avec des potes du lycée, on s'était mis d'accord pour passer la journée d'Halloween dans un parc d'attractions. Donc on s'était donné rendez-vous et on s'est tous retrouvés là-bas. Et notre objectif, c'était de faire le plus de manèges à sensations possible. Il y avait énormément de monde, le parc était rempli. Pour pouvoir faire une attraction, on devait parfois patienter pendant 2 heures. Donc la journée passe, on arrive à faire quelques manèges malgré le monde qu'il y avait dans le parc. Mais le parc restait ouvert jusqu'à 21h. Et à 21h, fin du mois d'octobre, il fait déjà très noir dehors. Donc avant de partir, ma bande de potes se met d'accord pour faire un dernier manège avant qu'on rentre chez nous. Et ils ont vraiment choisi le pire des manèges pour faire ce dernier tour. C'était un vieux grand 8 en bois très ancien qui, même de jour, ne donnait pas du tout confiance. Et là, on allait le faire de nuit. Donc on se retrouve à attendre pendant plus d'1 heure dans cette file d'attente dans le froid pour enfin faire notre tour de manège. Et moi, pendant cette longueur d'attente, j'avais un très mauvais pressentiment. J'adore les manèges en temps normal, mais à ce moment précis, j'étais très anxieux. J'avais l'impression qu'un truc allait mal se passer, qu'il allait avoir un problème, qu'il fallait pas que je fasse ce tour de manège. Tous mes potes étaient en train de rigoler et en train de parler entre eux. Et moi, j'étais tout seul dans mon coin avec ce pressentiment négatif. En plus, autour de moi, il y avait tellement de monde qui était en train de parler, qui était en train de bouger, que ça me faisait stresser et ça renforçait ce mauvais pressentiment. Donc vraiment tout ce qui m'entourait me poussait à ne pas faire ce manège. Donc vient le moment où c'est à nous de s'installer dans les wagons de ce manège. Tous les wagons de devant étaient déjà pris, donc je me retrouve à m'installer à l'arrière de la voiture. Donc je m'assois, une pote se met à côté de moi et le harnais de sécurité se baisse. Le gars qui s'occupait du bon fonctionnement de l'attraction vient vérifier le harnais de tous les passagers. Donc il tire un peu dessus, regarde si tout est bien installé. Après avoir tout vérifié, il est retourné sur son tableau de bord afin de lancer l'attraction. Donc le wagon commence à quitter le quai. Et alors qu'on était en train de partir, le même gars qui vérifiait l'attraction nous crie: "Hey, y a eu du monde aujourd'hui, hein, ça va casser!" Là, c'était la phrase de troll. Là, c'était sûr qu'il allait se passer quelque chose. Déjà que j'avais des soupçons, là, j'en étais persuadé. Donc, imaginez mon niveau de peur quand on a complètement quitté le quai de lancement. Donc, on se retrouve dans le noir complet à monter cette pente qui était interminable. J'ai jamais vu une pente aussi longue à monter dans un manège. Ça craquait de partout, on entendait des bruits métalliques. Rien n'était rassurant dans cette montée. Et dans ce manège-là, dès qu'on arrive en haut de la pente, on enchaîne tout de suite sur la première descente. Donc, on arrive doucement en haut de la côte. Là, à ce moment-là, j'essaie de relativiser. Je me dis qu'il va rien se passer, que c'est sûrement le monde et l'obscurité qui m'a donné ce pressentiment. Donc je suis un petit peu moins tendu, prêt à profiter de ce manège dans le noir. Et au moment d'entamer la première descente, ça fait un gros crack. Et le harnais de sécurité qui était censé me garder à l'intérieur du manège et me garder en vie s'ouvre. Donc je me retrouve littéralement assis comme dans un canapé sans protection dans un manège avec une pente à presque 90 degrés. Donc là mon premier réflexe c'est de m'attacher au harnais de ma pote et me cramponner à mon siège. Donc la première descente se termine, j'essaye de reclipser mon harnais pour terminer le manège en sécurité sans être expulsé du wagon. Ce que j'ai réussi à faire. Là je venais d'avoir la peur de ma vie, j'étais à 2 doigts d'être expulsé du manège et tombé 50 mètres plus bas. Mais je me dis qu'il faut que je fasse attention parce que c'est arrivé une fois, ça peut très bien arriver 2 fois. Donc je mets toute ma force pour me cramponner du mieux que je peux à tout ce que je pouvais tenir. Et j'ai bien fait, parce que 2 descentes plus loin, il s'est réouvert. Donc du coup je passe le reste du manège attaché à la carrosserie du wagon et le tour se termine enfin. On arrive enfin en gare, tous les autres harnais s'ouvrent alors que le mien était ouvert depuis un bon quart d'heure. Je suis sorti du manège, j'étais tout crispé de peur et de fatigue. Et je dis à tous mes potes: "Les gars, j'ai failli crever là." Et personne ne m'a pris au sérieux. Il y avait juste ma pote qui était juste à côté de moi qui défendait mes propos car elle avait vu toute la scène. Mais sinon, tout le monde s'en battait la race. La morale de cette histoire, c'est réfléchissez bien à ce que vous pressentez mal et changez de pote. On est parti pour l'histoire numéro 2. Elle s'est déroulée elle aussi en 2017, mais cette fois-ci c'était en été. J'étais en vacances avec mes cousins chez ma grand-mère dans le sud de la France. Et un jour de chaleur, mon oncle et ma tante ont proposé d'aller se baigner dans une rivière. C'était un très bel endroit avec une petite plage de galets. L'eau était claire, elle était toute transparente. On pouvait voir les poissons nager à travers elle. Donc mes cousins, ma soeur et moi n'hésitons pas une seule seconde pour aller se baigner dans l'eau. Et on remarque avec mon cousin qu'il y a de grands rochers gigantesques que l'on peut escalader pour ensuite plonger dans l'eau. On se décide à les escalader et une fois en haut, plonger. On devait être à 3 mètres de la surface de l'eau, pas plus. Donc on s'amuse bien là-haut pendant une petite demi-heure, on plonge et on remonte aussitôt pour replonger. Et là, toujours avec mon cousin, on aperçoit un rocher bien plus haut, qui cette fois-ci doit être à 8 mètres de la surface de l'eau. Donc on se retrouve une nouvelle fois à escalader un immense rocher. Et une fois en haut, je demande à mon cousin d'y aller en premier car j'ai une petite crainte. On dirait pas comme ça en vidéo, mais je fais presque 2 mètres. Et j'avais peur que l'eau ne soit pas assez profonde
secondes et qu'en sautant, je me casse les jambes en arrivant sur le sol. Donc j'envoie mon cousin en repérage, il plonge et me dit que c'est large, que je ne risque absolument rien. Donc je saute et je me rends compte qu'effectivement c'était assez profond. Donc avec mon cousin on se dit qu'on a trouvé le meilleur spot, que c'est génial. Et là sans doute une de mes pires idées intervient. Et si après avoir plongé j'essayais d'aller toucher le fond de l'eau avec mon pied? Ça c'est une bonne idée. Donc me voilà en haut de ce rocher prêt à plonger pour accomplir ma mission. Je saute, je commence à m'enfoncer sous l'eau. Je nage de plus en plus fort et de plus en plus vite pour atteindre enfin le fond de l'eau. Je nage encore et encore, je nage. Je suis au moins une vingtaine de mètres sous l'eau et je me rends compte que j'ai plus d'air. Donc j'essaye de nager dans l'autre sens pour remonter à la surface le plus vite possible et je me retrouve bloqué par quelque chose de graveleux au-dessus de moi. Donc là je suis en train de m'imaginer que j'ai nagé dans une grotte, que je suis bloqué dans les abysses de la rivière. Je suis vraiment bloqué quelques dizaines de mètres sous l'eau. Donc j'essaye de m'extirper de cet endroit parce que je restais davantage de temps ici, c'était la fin pour moi. Donc je commence à nager dans tous les sens, j'essaye de me décoincer de cet endroit et au bout d'une bonne heure et demie je peux enfin remonter à la surface sans être bloqué par quelque chose. Bon j'abuse un peu mais c'était vraiment de très longues secondes. Donc là je n'ai jamais nagé aussi vite de ma vie aux Jeux Olympiques, j'aurais sûrement battu un record. J'étais en train de nager et dans ma tête je voyais un petit chronomètre avec les secondes qui me restaient pour remonter à la surface avant que je me noie dans ces cavernes. Et au bout d'un moment j'ouvre les yeux et je vois la lumière du soleil à travers l'eau. Donc là c'est une petite lueur d'espoir qui apparaît, je peux encore m'en sortir et j'arrive enfin finalement à sortir la tête de l'eau. Et là je prends une aspiration comme personne n'en a jamais pris. J'ai aspiré tellement d'air ce jour-là que j'ai fait de l'apnée pendant 6 mois après. Et quand je suis remonté à la surface, mon cousin m'a dit: bah yo, je pensais que tu remonterais jamais. Je ne sais pas combien de temps je suis resté sous l'eau, mais j'ai vraiment cru que c'était la fin pour moi. Je ne sais pas non plus à combien de kilomètres sous l'eau se trouvait le fond, mais en tout cas, je suis vivant. On enchaîne donc sur la troisième et dernière anecdote de cette vidéo. Elle s'est déroulée en 2018. Un matin, je devais aller au lycée et je me suis réveillé avec un mal de tête insupportable. J'avais l'impression que j'allais perdre connaissance, je voyais flou et je voyais des taches noires sur ma vision. J'ai prévenu ma mère, elle a téléphoné à mon lycée pour leur dire que je ne serais pas à l'école aujourd'hui et elle m'a tout de suite amené chez le médecin. Le médecin m'a dit que j'étais juste fatigué et que je manquais de sommeil, mais il m'a quand même demandé de faire une prise de sang pour être sûr que tout allait très bien. Donc on demande un rendez-vous auprès d'un laboratoire pour qu'une infirmière vienne me faire la prise de sang à domicile et on me dit que quelqu'un se déplacera le lendemain pour venir faire la prise de sang. Donc le jour suivant, je me réveille de bonne heure avec toujours ce mal de tête. Mes parents travaillaient ce jour-là donc je devais attendre tout seul l'arrivée de l'infirmière. À 8h30, ça sonne à ma porte, je vais ouvrir et je m'aperçois que ce n'est pas une infirmière mais un infirmier. En général, j'ai pas peur des piqûres, des aiguilles, des prises de sang, mais le fait que ce soit un homme qui m'ait fait la prise de sang ce jour-là et non pas une femme m'a rendu un petit peu fébrile. Une femme, ça rassure, c'est la délicatesse, la douceur. Mais le fait que ce soit un infirmier m'a un petit peu effrayé, donc du coup j'étais un petit peu réticent à l'idée de me faire piquer. Mais bon, je me suis dit que c'était son métier, qu'il savait ce qu'il faisait, donc que je n'avais pas à m'inquiéter. Donc je lui ai tendu mon bras. Donc je lui montre sur mon bras la veine que les autres infirmières ont l'habitude de choisir pour prendre mon sang, et il me dit: non, je le sens pas trop le bras là, on va faire le gauche. Donc là encore une fois je me suis dit, il sait ce qu'il fait, je n'ai pas à stresser, je lui tends l'autre bras. Il prend mon bras, me met un garrot pour gonfler mes veines et il commence à rentrer l'aiguille dans mon bras. Donc moi d'habitude j'ai tendance à regarder ailleurs pour ne pas être dégoûté par ce qu'il fait dans mon bras, mais je ressens une petite douleur donc je regarde ce qu'il est en train de faire et je le vois en train de bouger son aiguille dans tous les sens dans mon bras et dire la phrase: putain j'y arrive pas, elle roule tes veines, ça va faire mal je pense. C'était la pire phrase qu'il pouvait prononcer. Donc moi je lui dis: mais vous êtes sûr que vous voulez pas prendre l'autre bras? Non t'inquiète, je t'ai dit que je le sentais pas. Et je le vois qui recommence à trifouiller dans mon bras, à la tourner dans tous les sens, à l'enlever, la remettre. Ça faisait tellement mal, j'avais l'impression que j'allais tomber dans les pommes. Il retirait l'aiguille, il la plantait à un autre endroit, il recommençait à mouliner dedans. C'était une douleur insupportable. À chaque fois qu'il replantait l'aiguille, je sentais mes veines qui roulaient en dessous, c'était horrible. Et là vous vous dites sûrement: mais quand est-ce que t'as failli mourir alors? Cette fois-ci j'ai failli mourir de douleur, c'était sûrement une des douleurs les plus intenses de toute ma vie. Je sais pas s'il attrapait des nerfs avec son aiguille dans mon bras, mais je me concentrais si fort sur le mental pour ne pas m'évanouir, parce que je savais que si je perdais connaissance, plus jamais de ma vie je ne me réveillais. Je lui ai demandé d'arrêter de touiller dans mon bras parce que j'en pouvais plus, j'étais au sol. Il a réessayé sur l'autre bras à l'endroit que je lui avais dit au début 5 minutes après, et là il a trouvé une veine du premier coup. Et il a osé me dire cette phrase: ah bah t'avais raison hein, je saurai pour la prochaine fois. Et la fois d'après, tout s'est bien passé. Et heureusement, j'en ai fini avec ces 3 anecdotes où je suis passé à ça de la mort. Évidemment, ces histoires ne sont pas là pour vous effrayer, ce sont des choses qui arrivent généralement jamais. Je voulais juste vous raconter ces histoires qui me sont arrivées à moi pour en rigoler et non pas en pleurer. Et j'espère même que vous avez passé un bon moment en écoutant celle-ci. Si c'est le cas, n'oubliez surtout pas de mettre un pouce bleu sur cette vidéo et à me dire en commentaire ce que vous en avez pensé. Si vous aussi vous avez des anecdotes comme celle-ci, n'hésitez pas à les écrire dans les commentaires. Avant de partir, n'oubliez pas non plus de vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le petit bouton rouge et en activant la cloche. Nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. À bientôt sur internet. Salut!